Nous sommes contents d'avoir maintenant avec nous Thierry Messant, Réseau Voltaire, évidemment, dont les lettres que j'ai pu lire, les dernières, justement, où vous avez toutes les informations. Et on peut voir qu'il ne s'est guère trompé, puisque on a eu à un moment donné justement les événements dont on a parlé beaucoup avec Marc Gabriel, comme depuis le début de la semaine avec l'ensemble de nos intervenants au Proche-Orient. Et bien, les informations que délivraient justement ces lettres étaient une façon de voir les choses avec recul et compréhension et intelligence des situations. Donc bonjour mon cher Thierry Messant et bienvenue dans cette matinale. Bonjour Nicolas. Alors, finalement, depuis la dernière fois où je vous avais dit, alors, il va intervenir, Trump. Bon, finalement, vous avez eu raison sans avoir raison. Vous m'aviez dit non. Mais non, mais oui, mais non. Oui, mais non. Il est intervenu sans intervenir. C'est plus compliqué, finalement, que la question un peu basique qui était la mienne. Oui, en fait, ce qu'il a fait, c'est de taper le poing sur la table et d'obliger à la fois l'Iran, mais surtout Israël, à arrêter l'un et l'autre leurs actions militaires. Il faut bien comprendre que Benjamin Netanyahou essaye depuis une vingtaine d'années de détruire l'Iran avec des justifications successives et contradictoires, tandis que l'Iran, de son côté, n'a jamais cherché à détruire Israël, contrairement à ce que l'on raconte. Et d'ailleurs, c'est très visible, puisque là, quand il y a eu l'opération Lion qui se dresse, l'Iran a riposté et a essayé de détruire des cibles en Israël, ce qu'il n'avait jamais fait jusque-là. Et ça a été un choc pour tout le monde de voir ce qu'ils pouvaient faire. Donc ils n'ont jamais cherché à le faire auparavant. Et ce qu'ils faisaient, c'était de développer un programme nucléaire civil hors norme, mais exclusivement civil. Vous avez une idée de l'étendue des dégâts, des frappes iraniennes sur Israël qui a pu faire peut-être trembler sur ses bases l'État israélien et provoquer la réaction américaine? Moi, je n'ai aucune idée personnelle, mais on sait qu'il y a au moins 30 000 maisons qui ont été détruites. Ça, c'est un chiffre officiel des Israéliens, puisque c'est les demandes de remboursement qui ont été envoyées par les Israéliens à leur gouvernement. Donc voilà, ça donne quand même une idée d'une destruction assez importante. Mais à l'échelle d'un pays, c'est pas grand-chose, 30 000 habitations, mais pas mal quand même. Mais surtout quand c'est un petit pays avec quelques millions d'habitants, évidemment. Donc, il y a... Alors, quelle est l'étendue? Alors, une des autres polémiques actuelles, c'est est-ce que réellement l'arsenal, plutôt la recherche nucléaire iranienne est-elle revenue à l'âge de pierre, ou bien est-ce que finalement ils n'ont soit rien perdu, soit perdu quelques mois sur une éventuelle fabrication? Alors, il faut bien comprendre qu'au moment où nous parlons, absolument personne n'a la réponse. D'accord. Donc, pourquoi personne n'a la réponse? Parce que personne n'est en mesure d'évaluer ce qui s'est passé dans les sites qui ont été bombardés. Moi, il me paraît absolument pas plausible que le site de Fordo ait été détruit. Mais ça ne me paraît pas plausible parce que c'était un site enterré très profondément sous du granit, pas sous de l'argile, et que vous ne pouvez pas détruire 80 mètres de granit avec des bombes. C'est pas sérieux, ça. Moi, je me souviens des travaux quand ils ont eu lieu là-bas. C'était, à mon sens, le plus gigantesque chantier que je n'ai jamais vu de ma vie dans quelques pays où j'ai été.
je pense que c'est une entreprise absolument considérable. Il faut se rendre compte que les gardiens de la Révolution, c'est pas simplement une milice que l'on dénonce, c'est aussi une entreprise de travaux publics absolument extraordinaire. Ce sont eux qui ont construit les autoroutes à étages qu'il y a à Téhéran. Bon, ce sont des gens qui sont capables de faire des choses que nous, occidentaux, ne sommes pas capables de faire. Ah oui, Oui, en termes de travaux publics. en termes de travaux publics, eh bien, ça augure des lendemains difficiles pour l'Occident, tout ça. Et surtout si on a encore la prétention de dicter la loi au monde, alors que nous ne sommes plus en mesure de le faire. Ça a été aussi un des enseignements, finalement, de ce qui s'est déroulé. Alors, moi, je voudrais attirer votre attention sur un point Oui. que absolument personne n'a relevé nulle part dans la presse, ni en France, ni à l'étranger. C'est le rôle de la France dans l'opération Rising Lion, l'opération Lion qui se dresse, celle d'Israël. Le Cornu a annoncé que c'est la seule information qui a filtré, je crois que c'était hier, le ministre de la Défense, que la France avait contribué à stopper des drones et peut-être même des missiles. Bon. Et je pense que la France a participé à l'organisation de cette opération. Et je me fonde sur 3 éléments que je vous invite à vérifier. 3 éléments. Le premier a eu lieu le 28 avril à New York, c'est-à-dire il y a 2 mois. Le 28 avril, notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est allé au Conseil de sécurité pour participer à une réunion à huis clos. Donc nous n'avons pas le contenu de cette réunion. Cependant, il s'est passé dans cette réunion un accrochage très grave qui a impliqué une réponse écrite des Iraniens. Donc cette réunion à huis clos avait pour but d'examiner la non-prolifération des armes atomiques. Et dans cette réunion, nous savons, d'après la lettre que les Iraniens ont envoyée en protestation au secrétaire général des Nations Unies et aux membres du Conseil de sécurité à la suite de cette réunion, que Jean-Noël Barrot a prétendu que les Iraniens étaient en train de construire la bombe atomique. Donc ça, c'est un mensonge absolument éhonté. Je vous rappelle que l'organisation l'Agence internationale de l'énergie atomique a précisé par la suite, après cette intervention de Jean-Noël Barrot, que jamais il n'y avait eu de preuve d'un programme atomique en Iran. Jamais. D'un programme militaire atomique. On est d'accord qu'il y a un programme civil. Programme civil qui porte sur la fusion nucléaire et pas sur la fission. Donc, pourquoi ce mensonge? Alors, moi, je me suis dit d'abord, M. Jean-Noël Barrot est novice et il s'est exprimé de manière incongrue. Mais pas du tout. Parce qu'il y a eu un deuxième événement. Oui. Ce deuxième événement a provoqué une réaction très dure de la Russie. Vous savez, c'est lorsque le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique a publié un communiqué reprenant ces mêmes accusations. Alors, il n'a pas dit que l'Iran préparait la bombe atomique, il a dit que l'Iran cachait ce qu'il faisait à l'AIEA. Et
alors, la Chine et la Russie se sont opposés à ce communiqué du Conseil des gouverneurs, dont eux aussi sont membres. Et la Russie a publié une longue déclaration expliquant que cette déclaration du Conseil des gouverneurs avait été préparée par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, et la Russie a insisté, mais très lourdement, sur le rôle de la France. Donc pourquoi ? Et vous avez un troisième événement qui a eu lieu lors du G7. Vous vous souvenez qu'il y a eu une algarade entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Oui. Et Emmanuel Macron a prétendu, sur la base de on ne sait pas quoi, que Donald Trump allait régler la paix en Iran et obtenir des Iraniens qui restent bien sages comme on leur demandait. Donc, ces trois événements, pour moi, marquent une volonté délibérée de la France d'intervenir dans ce conflit aux côtés de l'État d'Israël contre l'Iran. Et je ne vois personne qui interroge les dirigeants français là-dessus. Moi, je considère que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Hein. La France a fourni l'argumentation d'Israël pour attaquer sans raison, de manière préventive et préemptive, c'est le terme qu'a employé l'ambassadeur israélien, donc de manière illégale. Voilà, c'est la France qui a fourni cet argumentaire. Thierry Messant, d'ailleurs, moi je note que hier soir, je crois, hier après-midi, en fin d'après-midi, c'était la veille, en tout cas, Emmanuel Macron, que j'ai donc, j'avais délivré l'information que j'ai à cette occasion traité de mouche du coche, eh bien, avait à nouveau vu et reçu les patrons de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il passe sa vie avec la IEA ? Une fois les opérations déroulées, il les a revues. Et je m'étais dit, mais enfin, c'est absolument incroyable. De quoi se mêle-t-il ? Ben, on comprend mieux avec ce que vous expliquez. Vous savez que Raphaël Grossi, l'Argentin qui dirige cette agence, est en fait un agent israélien. C'est ce que vous l'avez expliqué la dernière fois. Voilà. On en a parlé la dernière fois. Ouais. C'est sur la base des documents secrets que les Iraniens ont divulgués juste avant l'opération Rising Lion. Oui, ils délivrent les informations, ils donnent les informations. En fait, ils exigent de l'Iran des informations qu'ils délivrent ensuite à un pays qui n'est pas membre de l'AIEA. On le rappelle, Israël n'est pas membre de l'AIEA. Prétendent ne pas avoir, en tout cas, à se justifier d'éventuelles armes nucléaires qu'ils détiendraient. Alors que tout le monde, c'est un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle. Le premier à l'avoir vraiment expliqué en public. D'abord, c'est un lanceur d'alerte israélien, puis après, ça a été repris par le président Carter, qui l'a lui-même dit, il l'a écrit et il l'a répété. Mais quel est l'intérêt de la France de faire intrusion dans ce conflit contre l'Iran avec Israël ? Moi, je pense que la France n'a aucun intérêt à organiser une guerre contre l'Iran. Je pense même que c'est la raison pour laquelle nous avons 2 otages français en Iran, c'est-à-dire deux personnes qui ont été arrêtées pour espionnage en Iran. Je ne sais pas si ce sont des espions ou pas. Peut-être que les Iraniens se sont trompés, mais je pense que s'ils sont conservés en prison en Iran, c'est à cause du rôle de la France, le rôle trouble que la France exerce dans cette affaire. Oui, rôle trouble.
Est-ce que par hasard, nos politiciens seraient vendus, ce que moi je soupçonne depuis fort longtemps, aux intérêts de l'État profond américain, du néoconservatisme américain? D'abord, la France, depuis plusieurs années, s'est alignée sur l'État d'Israël. Mmh. Vous vous souvenez que en 2015, pendant les négociations de l'accord nucléaire de Vienne entre Israël et les 5+1, les 5 puissances du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, 5 puissances permanentes plus l'Allemagne, le ministre français des Affaires étrangères de l'époque, Laurent Fabius, avait transmis lui-même des informations confidentielles à Israël. Et il s'en était vanté publiquement. Donc, voilà, nous savions que notre ministre français des Affaires étrangères était un agent israélien. Bon. Et la France n'a cessé par la suite de soutenir l'État d'Israël, y compris pendant la guerre de Gaza qui se prolonge aujourd'hui. Voilà, donc moi je constate juste ça, je n'ai pas d'autres éléments, mais ces éléments-là me paraissent extrêmement forts. Est-ce que les raisons de la guerre ne sont pas aujourd'hui, loin s'en faut, éteintes? Et est-ce qu'on peut envisager qu'Israël va vouloir, une fois reconstitué son dôme de fer, réattaquer, relancer des opérations? Ou bien est-ce que c'est aujourd'hui une page qui se tourne, l'affrontement entre Israël et l'Iran, avec des négociations à venir? L'affrontement n'est pas entre Israël et l'Iran. Oui, l'affrontement est entre les sionistes négationnistes qui sont actuellement au pouvoir en Israël et l'Iran. Oui, là, il y a un affrontement. Mais je ne pense pas que ça s'arrêtera, sauf si Benjamin Netanyahou revient à la raison. Pendant des années, il a été un politicien opportuniste qui s'adaptait à toutes les circonstances et ne gênait personne. Aujourd'hui, c'est un fasciste absolu, dans la tradition de Vladimir Jabotinsky et celle du premier président israélien. J'oublie son nom à la minute. Weizmann. Donc ça va continuer, même si nous voyons bien que Donald Trump essaye de son côté de ramener Netanyahou à quelque chose de raisonnable. Vous savez, Netanyahou aurait dû être renversé 2 fois dans les dernières semaines, mais les 2 fois, il y a eu des votes inexpliqués à la Knesset et il n'a pas été renversé. Je pense que c'est l'ambassadeur des États-Unis en Israël qui est intervenu auprès de plusieurs parlementaires. Ah oui. Donc oui. Bien. Alors je vois dans le chat des questions. Est-ce qu'il en est fini du Grand Israël? Est-ce que l'ambition du Grand Israël aujourd'hui a été réévaluée? Oui, ça a été réévalué, mais est-ce que c'est fini? Non. Tant que les sionistes négationnistes seront au pouvoir en Israël, cette question sera posée et reviendra inlassablement. Et vraiment, je dis que tant qu'ils seront au pouvoir, ça inclut le fait d'avoir des postes qui ne sont pas nécessairement visibles, puisque, par exemple, au début de l'État d'Israël, Yitzhak Shamir n'était pas un homme public, c'était un des chefs du Mossad, mais personne ne le savait.
Et alors pour l'Iran maintenant, cette non-défaite, peut-être victoire, lors de cette guerre des 12 jours, quelle va être la suite finalement du programme? Est-ce que finalement, et c'est dans la logique de Trump, il va dire, bon maintenant voilà, le problème du programme nucléaire n'est plus un problème, n'empêche plus un rapprochement, la fin, ou en tout cas la limitation et la réduction des sanctions. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que l'Amérique de Trump va vouloir négocier et réouvrir et permettre la réouverture en dehors des sanctions à l'Iran, à l'économie iranienne? Alors, il y a eu plusieurs éléments qui permettent de le penser, puisque, par exemple, Donald Trump a déclaré que c'était le moment pour la Chine d'acheter du pétrole iranien. Mais c'est déjà ce que fait la Chine. Mais c'est une manière de dire, bon, ben, on autorise le commerce. Pour le moment, ce commerce se fait contre l'avis des États-Unis. Mais il n'y a pas de sanctions. Sanctions entre guillemets, puisque jamais les États-Unis n'ont le pouvoir de faire des sanctions au sens du droit international, puisqu'ils ne font jamais de procès à personne, ils décident tout seuls. Il s'agit exclusivement de mesures coercitives unilatérales. C'est comme ça que ça s'appelle en droit international, des mesures coercitives unilatérales. Vous avez eu la semaine dernière aux Nations Unies l'Assemblée générale qui s'est réunie pour débattre de ces mesures coercitives unilatérales. Et voilà, l'Assemblée s'est divisée en deux. D'un côté, les Occidentaux qui ont dit c'est peut-être excessif, mais c'est pour le bien du monde que nous faisons ça. Et la totalité des autres États qui ont dit mais c'est une ineptie, c'est contraire au droit international, c'est contraire même à la charte de l'ONU. Donc voilà, le clivage, il existe, il est clair et il est net. Alors, dernier élément sur le Proche-Orient, Thierry Messant, enfin, ou le dernier ou l'avant-dernier, plutôt l'avant-dernier, quelle leçon va tirer le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis de ce qui vient de se passer? Finalement, est-ce que ça va modifier leur politique vis-à-vis de l'Iran? Et dans quel sens? Alors, d'abord, la politique de l'Arabie Saoudite vis-à-vis de l'Iran, elle a évolué il y a 2 ou 3 ans quand il y a eu la signature de l'accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran à Pékin. Mais ce rapprochement qui a été voulu par la Chine est réalisé par la Chine seule contre les États-Unis, en fait, puisque c'est les États-Unis qui ont organisé cette confrontation permanente depuis longtemps. Les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est l'idée que l'Arabie Saoudite devait être le chef du clan sunnite et l'Iran le chef du clan chiite. Et la stratégie des Britanniques, ça a toujours été de diviser pour régner, selon l'expression de Lord Curzon. Et voilà, c'était ça. Moi, quand j'ai été en Iran la première fois, on m'a emmené rencontrer un conseil qui était composé exclusivement d'ayatollahs, pas de mollahs, d'ayatollahs. Et pendant 2 heures, ils m'ont expliqué que les Iraniens, en tant qu'Iraniens, que les Saoudiens étaient vraiment des hérétiques. Bon. Oui, bien sûr, ils étaient hérétiques, mais c'est exactement ce que pensaient les Saoudiens des Iraniens. Donc, cette chose-là, c'est terminé. Et je ne crois pas que ça va revenir parce que Mohammed Ben Salman en Arabie Saoudite est un homme qui essaye de sortir de la culture
traditionnelle de l'Arabie saoudite, de la culture tribale de l'Arabie saoudite. Donc c'est quelqu'un qui revient à quelque chose de beaucoup, qui vient à quelque chose de beaucoup plus raisonnable, à, à une pensée, oui, je dirais une pensée raisonnable. Je ne vais pas dire plus parce que il reste encore avec des éléments traditionnels, Oui, oui. mais il est entièrement capable de raisonner de manière raisonnable. Voilà. Et alors le Bon, non. Qatar, Alors, Thierry Messant, parce que c'est quand même pas neutre le fait que ce soit une base militaire au Qatar qui ait été visée par l'Iran, plutôt que par exemple une base militaire en Irak. oui, alors, Le message derrière ça. déjà, il y a deux raisons à ça, hein. C'est au Qatar que se trouve la plus grande base militaire des États-Unis dans cette région. C'est presque la moitié du Qatar, c'est une base militaire des États-Unis. Donc, bon. Alors, on va dire c'est du désert, d'accord, mais quand même. Donc, d'abord, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les, les, les Irakiens, eux, ont protesté de la violation de leur espace aérien par Oui. Israël, qui est une violation extrêmement grave, puisque c'était pour détruire un État dans le cadre d'une agression caractérisée. Donc, les Iraniens n'allaient pas attaquer l'Irak. Et par ailleurs, quand on connaît la politique intérieure irakienne, ça ne rentrerait pas dans la politique iranienne d'aller les bombarder. Maintenant, le Qatar a réagi à l'agression, enfin à la réplique iranienne à Al-Bayt, la base des États-Unis, mais il a émis une protestation très vive, mais en fait, il ne s'est rien passé. On a intercepté des missiles parce que tout le monde avait été prévenu à l'avance. Les Iraniens eux-mêmes avaient prévenu le Qatar à l'avance. Donc, moi, je vois que ce qui se prépare derrière tout ça, c'est que les États arabes vont, dans les prochaines semaines, adhérer de manière franche et massive aux accords d'Abraham. Mmh. C'est-à-dire qu'ils vont reconnaître l'État d'Israël. Mmh. Le reconnaître comme un État comme les autres. Donc maintenant, le problème va se déplacer. Si on reconnaît Israël comme un État normal, il faut qu'Israël se comporte comme un État normal. Oui. Et est-ce que les États-Unis vont être capables de l'obliger à se comporter comme un État normal, c'est-à-dire de respecter sa propre signature? Ou est-ce qu'Israël va continuer à massacrer des gens comme ça lui chante? Voilà. Ouais. Bah, justement, c'est le dernier élément que je voulais aborder avec vous, Thierry Messant, sur le Proche-Orient. C'est le sujet de Gaza, le sujet des Palestiniens. Là, les attaques ont repris de plus belle Oui, depuis la fin de cette guerre des 12 jours. En fait, elles n'ont même pas cessé pendant Oui, oui, cette elles guerre. n'ont pas. Ça a continué. Et tout d'un coup, voilà, on rouvre les yeux sur ce qui se passe là parce que on a évité la guerre mondiale. Bon, mais ce à quoi nous assistons, c'est l'organisation de massacres systématiques à l'occasion des distributions de nourriture à un peuple que l'on affame. Donc, ces massacres, nous ne savons pas qui les organise exactement. Manifestement,
il y a des unités de l'armée israélienne qui sont en cause, mais ce n'est pas forcément uniquement ces unités de l'armée israélienne. Je pense qu'il peut y avoir aussi des mercenaires qui interviennent là-dedans. Enfin, ce qu'on voit, c'est que c'est systématique, ça se répète à chaque fois. Bien. Alors, autre sujet que nous avions abordé la dernière fois ensemble, c'est cette fameuse réunion à La Haye de l'OTAN qui s'est donc déroulée lundi et mardi, ou mardi et mercredi dernier. Mardi et mercredi, pardon, puisque nous sommes vendredi. Oui, le temps passe vite. Donc, non, c'est même mercredi et jeudi que je raconte que des bêtises. Donc, c'était hier et avant-hier. Ou la veille. Bon. Donc, elle vient de se terminer. Donc, l'Europe a un nouveau papa, un daddy. Voilà, ça c'est. En tout cas, ce que Mark Rutte a expliqué. Oui, c'est extraordinaire. On appelle maintenant le président des États-Unis papa. C'est quand on dit que les Occidentaux sont les vassaux des États-Unis, ça se dit publiquement. Papa. Parce que les Africains disaient de Chirac, par exemple, quand il allait faire une tournée africaine, il l'appelait papa, papa Chirac. Bon, très bien, mais ça dit quelque chose, en effet. Ça dit quelque chose sur une forme de colonisation de l'Europe par les États-Unis. Voilà. Dire les choses telles qu'elles sont. Alors, vous nous expliquiez, et vous allez peut-être encore nous expliquer, que 5% du PIB pour l'ensemble des pays, seule l'Espagne, semble-t-il, traîne des pieds, mais donc Trump s'est comporté un peu en chef mafieux en disant ils vont baisser les yeux et puis on va leur prendre 2 fois plus sur le plan commercial. Est-ce que c'est raisonnable ou est-ce qu'en fait on recule pour mieux sauter parce que s'il a voulu croire, parce qu'auréolé de ce qu'il avait fait au Proche-Orient, il était plutôt de bonne humeur, Donald Trump, mais est-ce que c'est pérenne cette histoire d'engagement des pays de l'OTAN à 5% de dépenses de leur PIB? Alors, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, les États-Unis ne dépensent pas 5% de leur PIB pour leur défense. Ils doivent être à 3,1%, ils doivent être. Donc, demander 5% aux États européens, c'est absolument effrayant. Bah, évidemment. Absolument effrayant. Et pour ce qui est de la France, nous sommes dans une année blanche. Nous n'avons pas de budget cette année. On a désigné François Bayrou comme Premier ministre pour voter un budget et il n'y est pas parvenu. Mais il est toujours Premier ministre donc nous vivons sur le budget de l'année précédente. Il n'y a eu aucune hausse de budget pour la défense et en plus le budget de la défense de l'année précédente, la même chose l'année prochaine. comme des années antérieures, le budget de la défense c'est une sorte de cavalier perpétuel puisqu'on vote plus que ce que l'on a réellement pour la défense. C'est les dépenses sont reportées d'année en année. Elles sont votées, mais elles sont reportées. Donc, jamais nous n'atteindrons les 5% du PIB. C'est quelque chose d'absurde, sauf si nous sommes réellement en guerre. Alors, les États-Unis se sont bien rendus compte que ça ne passerait pas. Et tout d'un coup, on a dit que si on allait faire 5%, mais non pas cette année, mais en 2035. Ah bon. À la Saint-Glinglin, quoi. Donc là, tout le monde s'est mis d'accord, y compris les Espagnols. Oui, à la Saint-Glinglin, bien sûr. Et la séance a duré 3 heures. Vous savez, habituellement, les sommets de l'OTAN, c'est 2 jours très intenses. Il y a énormément de réunions. Et là, 3 heures de réunion, plié, c'est fini. Voilà, en quelques minutes, en fait, on a tout terminé. C'était un gigantesque sommet avec des moyens sécuritaires que l'on n'avait jamais vu dans aucune réunion au monde. C'était vraiment quelque chose de gigantesque.
Et tout ça pour rien. Tout ça pour rien, oui. Donc, est-ce que au final, l'Amérique est bel et bien, et l'Amérique de Trump en tous les cas, est bel et bien sur un retrait qui ne dit pas son nom pour l'instant, mais qui sera effectif au fil du temps? Parce que de toute façon, ce sera toujours possible de tirer prétexte du fait que, bien que ces 5% du PIB ne sont pas respectés. À l'issue de cette réunion, on ne sait pas si les États-Unis vont retirer leurs 100 000 hommes d'Europe ou pas. Mais ce que l'on sait, c'est que Donald Trump souhaite le faire. Donc, il va chercher d'autres occasions pour le faire. Moi, je ne sais pas trop quel rythme ça va prendre, mais il va chercher à le faire. Et l'idée que les États-Unis vont défendre l'Ukraine est obsolète pour moi, totalement obsolète. Donc, je pense que les dirigeants européens devraient tous se préoccuper de leur propre défense très vite. Mais pas de la manière dont ils le font aujourd'hui, puisque aujourd'hui, ils pensent faire cette défense avec l'Union européenne et ça n'est pas possible. En tous les cas, l'OTAN, si ce n'est l'OTAN, il y a des pactes qui se mettent en place actuellement entre l'Union européenne et, par exemple, en attendant l'espoir d'un pacte entre l'Union européenne et l'Ukraine, qui n'est pas fait, loin s'en faut. Il y a, pardon, une petite chose encore. Oui. C'est-à-dire que le fait que l'OTAN est en déclin au moment où nous parlons, c'est après ce sommet. Cette chose-là était visible à ce sommet, puisque au cours des 3 derniers sommets, on avait invité 3 grandes puissances asiatiques avec l'idée qu'on allait étendre l'OTAN à l'Asie. Et cette fois-ci, ce sont ces 3 grandes puissances, la Corée du Sud, l'Australie, le Japon, qui ont décidé de ne pas venir. Elles ont refusé l'invitation. Donc, à l'extérieur, tout le monde voit que l'OTAN est en train de décliner. Et le nouveau président sud-coréen a qualifié la présence des soldats des États-Unis dans son pays d'occupation militaire. Il fait ce que De Gaulle avait fait dans les années 60. Oui, donc revenons-en peut-être, comme je vous disais, aux différents accords. On a l'impression qu'il y a une extension encore de l'OTAN ne cesse ou l'Union européenne en tous les cas, qui propose 650 milliards à échéance de 2030 d'investissements communs, d'achat de matériel militaire. Donc l'Europe, elle, continue à prétendre, Madame von der Leyen en particulier, justement, du dynamisme et de l'OTAN et de l'Union et du secteur, même s'il n'existe pas et que c'est une sorte de coup d'État institutionnel de Mme von der Leyen, le secteur défense de l'Union européenne, qui se développe et qui, en plus, signe des contrats, pas des contrats, des accords avec de plus en plus de pays. C'est le cas de la France et c'est le cas aussi de l'Union européenne. Alors là, je pense que les militaires devraient s'inquiéter très fortement parce que lorsque l'on confie une armée à des technocrates, ça n'est pas la même chose que de la confier à des généraux. Et d'avoir la défense de l'Union européenne sous le coup de quelques technocrates, c'est l'assurance que l'armement dont nous allons nous doter va certainement nous coûter très cher, mais va être totalement inadapté à nos besoins. Là, vous avez eu un rapport qui a été rendu par deux think tanks européens, Bruegel et le Kiel Institute, sur l'armement qu'il faut développer en Europe. En fait, ils ont réfléchi à comment gagner la guerre précédente.
il s'agit d'augmenter les budgets de défense, de mettre tant de chars, tant d'avions, etc. Mais ça n'est absolument pas comme ça que l'on doit constituer une armée de défense aujourd'hui. Aujourd'hui, la défense est totalement bouleversée par les drones. Ça ne change, c'est pas que ça change la qualité de l'armement, c'est que ça change la fonction de l'armement. Donc, vous ne pouvez plus avoir les mêmes proportions dans les armes. C'est absurde. Ça ne peut pas s'employer de la même manière aujourd'hui qu'il y a 5 ans. C'est absurde. Or, pour le moment, c'est ce que l'Union européenne est en train d'organiser. Vraiment, s'il y a des militaires qui nous écoutent, vous devez réagir. C'est très grave de faire ça. Oui. Clémenceau disait que la guerre était trop importante pour la confier à des militaires, mais je pense que la confier à des technocrates, c'est vraiment absurde. Voilà, et ce sont, alors, tout en sachant qu'on a affaire à des ayatollahs du vert, du Green Deal, d'empreinte carbone qui doit être limitée, donc ça va être une contrainte supplémentaire. Donc on va avoir certainement des chars solaires. Ça coûte, et ça aussi, ça va être un surcoût considérable. Si vous vous intéressez un peu aux questions écologiques, je dis aux vraies questions écologiques, pas celles que discutent les écologistes en France. Vous savez que la première source de pollution dans le monde, c'est la guerre, c'est tout. C'est pas du tout les pays en paix, c'est les pays en guerre, voilà, de très très loin, de très très loin. Voilà, donc, si vous voulez résoudre les problèmes de pollution à l'échelle mondiale, vous devez d'abord résoudre les problèmes de guerre et de paix. C'est la première chose. Et oui, parce qu'une guerre qui serait... parce que c'est ce que prétend Madame von der Leyen, encore une fois. C'est-à-dire elle prétend développer une guerre propre au sens non plus cette fois-ci sans mort, mais une guerre propre au sens non polluante. C'est ce qui est prétendu. Donc là, on a affaire au pire des technocrates, on se fout du monde. Absolument. Mais peut-être vous devez essayer d'aller sur des champs de bataille. C'est absolument inimaginable les destructions occasionnées. Moi, si vous voulez, quand je vois Gaza, je n'ai aucune idée du temps qu'il faudra pour nettoyer Gaza. 50 ans, 1 siècle, 2 siècles, je ne sais pas. Mais il faut se rendre compte que ce sont des destructions, c'est une pollution absolument gigantesque. Alors voilà, et d'ailleurs, il semblerait qu'il ait été utilisé peut-être un certain nombre de munitions à base d'uranium appauvri. Hein. Oui. Parce qu'il y a quand même des problèmes d'irradiation actuellement, et d'augmentation d'un certain nombre de cancers, paraît-il, à Gaza, liés à des irradiations. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, on le voit à Gaza et on le voit sur la totalité des champs de bataille où on utilise des armes anti-chars États-Unis. Uranium appauvri, oui. Donc, les armes anti-chars des États-Unis, c'est toujours comme ça. Et un très grand nombre d'obus et de missiles sont également à uranium appauvri, parce que l'uranium appauvri, c'est quelque chose qui permet de durcir les métaux et donc d'avoir des obus ou des missiles que vous pouvez lancer de manière très performante contre des blindages. Bon. Ça, on a commencé à s'en rendre compte, en fait,
lors de la guerre de 1999. Non, mais c'est la première guerre, la guerre de 91 en Irak. Et toujours en Irak, vous avez, aux endroits où on utilisait ces bombes, vous avez toujours aujourd'hui des taux de cancer absolument aberrants. Vous avez un nombre d'enfants qui sont nés mal formés, sans commune mesure en Irak avec le reste du monde. Donc ça, c'est les conséquences de la guerre sur le long terme, puisque entre la guerre en Irak et aujourd'hui, il y a 35 ans. Et aujourd'hui encore, vous avez ces malformations. Mais il faut se rendre compte que ces radiations, si les gens qui sont juste à côté en sont directement victimes et tombent directement malades, elles se répandent dans l'atmosphère. Et donc, ce sont elles qui provoquent des cancers partout dans le monde. Aujourd'hui, on vous dit que c'est les cigarettes qui provoquent des cancers. Mais elles ne provoquaient pas de cancer avant que l'on utilise ce genre d'armes. Donc, peut-être les cigarettes déclenchent le trouble dans le corps, mais ce n'est pas elles qui créent les cancers. Et les cancers, vous savez, c'est Marie Curie est morte de cancer parce qu'elle avait découvert les radiations atomiques. Et vous avez un accord qui a été passé entre l'Organisation de l'énergie atomique et l'Organisation mondiale de la santé pour que jamais il n'y ait de recherche sur ce sujet. Jamais. Aujourd'hui, si vous voulez faire des recherches sur les conséquences des radiations atomiques sur les champs de bataille, les conséquences que ça a sur vous en dehors du champ de bataille, vous aurez tous les États contre vous parce qu'ils sont signataires de ce document. Et, alors que le colonel Jacques Hogar est sur le point d'arriver, Thierry Messant, j'aimerais qu'on revienne aussi sur ce qui a été un beau scandale, et vous le notez justement dans votre lettre confidentielle, Thierry Messant, sur le plan international, c'est que finalement, alors qu'on nous avait annoncé que plusieurs milliards avaient disparu, s'étaient envolés, s'étaient évaporés, on ne sait où, d'aides de l'Union européenne à des ONG, eh bien finalement, on vient d'apprendre, et c'est ce que vous avez expliqué, et ça c'est heureux, et ça c'est tout l'intérêt justement de cette lettre aussi, c'est d'avoir ce suivi, parce que tout le monde avait poussé des cris en disant, mais alors comment des milliards et des milliards, on n'a plus aucune traçabilité des investissements et des subventions. Et ben on apprend donc que finalement, il n'y aura pas de commission d'enquête. Ah ben alors c'est formidable. C'est formidable. Oui, il n'y aura pas de commission d'enquête. Alors, juste, on a accepté qu'il y ait un groupe de travail sur ce sujet au sein du Parlement européen, mais il n'aura pas les compétences d'une commission d'enquête. Il ne pourra pas se faire fournir des documents financiers pourtant indispensables pour comprendre ce qui se passe réellement avec l'argent des contribuables, avec notre argent. Alors, ces associations jouent un rôle particulier puisque, premièrement, elles font la propagande de l'Union européenne. Elles ne présentent pas son travail, elles font sa propagande. Ça n'est pas pareil. Ça n'est pas de la publicité, c'est de la propagande, puisque vous n'êtes pas informé quand on vous donne ces informations et parfois ces fausses informations. Donc ça, c'est son premier rôle. Son deuxième rôle, c'est que l'Union européenne travaillait avec l'État profond aux États-Unis et ces ONG diffusaient les messages de l'État profond
contre les adversaires de l'État profond, c'est-à-dire la Russie et la Chine. Bon, donc ça, il aurait fallu savoir très précisément ce que c'était. On aurait aimé des chiffres, on aurait aimé des explications sur l'usage de cet argent. Nous ne les aurons pas. Je pense que ce genre de secret, en fait, on ne l'avait pas vécu dans nos pays depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est sûr. Par contre, on apprend, et je laisse vérifier que le colonel Hogar est prêt et que sa connexion est bonne. Donc, je vous repose encore une question, justement, et ça, on l'apprend, et je ne l'avais vu nulle part, pour tout vous dire, bon, j'avais peut-être mal regardé, mais qu'une motion de censure est déposée contre Madame von der Leyen. Alors, même si elle n'a aucune chance d'aboutir, semble-t-il, néanmoins, ça va permettre de poser le problème. Hein. Oui, de poser toutes les questions autour de Madame von der Leyen, de la corruption qui règne sur elle-même. D'abord, personnellement, la corruption de Madame von der Leyen, les membres de son cabinet qui sont également accusés de corruption. On voudrait des explications sur tout ça. On doit juger les gens, on doit leur donner l'occasion de répondre, et sur le secret qui entoure un très grand nombre des décisions de la Commission européenne. Donc voilà, on va pouvoir débattre de ça au Parlement européen. On n'en débattra pas très longtemps, mais on posera les questions et on verra si quelques parlementaires nouveaux vont être alertés par ces questions, parce qu'apparemment, un grand nombre d'entre eux n'en ont pas conscience. Et l'Union européenne, ça fonctionne aujourd'hui exactement comme l'Union soviétique à la fin de l'Union soviétique. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, ça a d'abord été des opposants de l'Union soviétique qui l'ont dit. Et aujourd'hui, c'est ce que disent pratiquement tous les dirigeants de la Russie actuelle, qui n'a rien à voir avec l'Union soviétique. Donc, voilà, il faut quand même se poser des questions. Cette énorme machine fonctionne d'une manière extrêmement opaque. C'est certain. C'est certain. Avec des technocrates. Eh bien, à la manœuvre. Merci beaucoup, Thierry Messant, pour cette participation à cette matinale de géopolitique profonde. C'est toujours un véritable plaisir. On rappelle donc, outre le site réseau Voltaire, aussi, par ailleurs, cette lettre qui, si vous vous abonnez, quand on s'abonne, permet d'avoir toutes les semaines des informations très précises. Et si j'ai bien compris et lu la dernière lettre, il y a une petite pause, ou en tout cas un aménagement plutôt pendant les vacances d'été, c'est ça ? Absolument. Parce qu'en fait, on a des correspondants un peu partout dans le monde, mais chacun prend ses vacances à des moments différents. Donc, on a décidé qu'en juillet et août, on arrêtait. D'accord. Donc, on reprend en septembre. Bon, bah écoutez, nous, tant que vous serez disponible, on n'hésitera pas à vous déranger quand même. Il y en a même certains, les malheureux, je les dérange pendant leurs vacances. Bon, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais en tout cas, il n'est pas interdit d'essayer de vous avoir, puisque nous, durant tout l'été, eh bien, nous continuerons à fonctionner pour les matinales de géopolitique profonde du lundi au vendredi. Merci beaucoup. Je vais vous laisser avec le colonel Hogar, et si vous pouvez lui poser la question de savoir ce qu'il pense si l'armement de l'armée française n'est plus décidé par ses généraux, mais par des technocrates à Bruxelles. Ben certains parlent même d'énarques généraux. Hein. J'ai des intervenants qui parlent d'énarques. Je pense qu'entre le général de Lavarde et un autre général qui parle, de généraux énarques. Ce sont des énarques qui décident maintenant. Alors, européens, c'est pire. Mais oui, puisque de toute façon, c'est ce que disait Madame von der Leyen dans son discours là d'il y a 2 jours devant au sommet vis-à-vis des industriels européens,
où elle annonçait donc la guerre à grande échelle sur le territoire européen, on est content, sur le sol européen, et puis, territoire, il n'y a pas sur le sol européen, et qui nous expliquait que bien, le cadre général des normes, de la norme militaire était défini au niveau de l'OTAN. Point. Donc l'OTAN, et elle le disait, elle, Union européenne, au sommet de l'OTAN, donc il y avait avec une intégration entre les deux. Donc je pense, enfin, en tout cas, on va poser la question au colonel Hogar, bien sûr. Merci à vous, excellente journée, et à très bientôt. Au revoir Thierry Messon, c'est un plaisir, au revoir.